Salut tout le monde! Cette semaine, tu as sûrement entendu parler de persévérance scolaire, surtout si tu es dans une école ici au Québec. Et pourquoi? Parce que du 10 au 14 février 2025, on célèbre la 21e édition des Journées de la persévérance scolaire. Pour marquer ça, on a décidé de faire quelque chose d'un peu spécial. On a invité 4 jeunes qui sont issus de l'immigration et qui ont des parcours vraiment inspirants. Ils vont vous raconter comment ils ont navigué dans ce nouveau pays avec une nouvelle langue, une nouvelle culture, tout ça en essayant de se trouver une place. Alors, cette semaine, chaque jour, on te propose un nouvel épisode. Ce podcast, c'est pour toi, qui doute, qui stresse, qui te demande si ça vaut la peine, mais qui persévère. Merci d'être là avec nous et bienvenue au podcast À réussite, c'est plus que possible. Rebonjour! Aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle dimension du parcours scolaire de nos invités, l'écosystème qui les entoure. Mais c'est quoi un écosystème? En sciences à l'école, vous avez peut-être entendu parler de ce concept. C'est un ensemble d'êtres vivants et de leur environnement qui interagissent. Ici, c'est pas mal la même chose, mais on parle de jeunes qui évoluent dans un milieu où ils doivent composer avec des changements importants, des parents, des profs, des frères, des sœurs, des amis. Donc, c'est l'écosystème des jeunes. Dans la vraie vie, c'est notre merveilleuse Isan qui a guidé Benny, Aya, Nito et Diana avec 3 grandes questions pour en savoir plus sur l'écosystème de leur parcours scolaire. Notre première question pour eux: quel a été le rôle de ton entourage dans ton parcours scolaire et as-tu fait appel à des ressources communautaires ou scolaires? Ma famille a vraiment été présente vraiment tout au long de mon parcours scolaire. Au primaire, mes parents m'aidaient souvent avec les devoirs. Je me rappelle, je m'asseyais vraiment souvent avec soit ma mère ou mon père pour vraiment parcourir toutes mes questions, tous les devoirs et tout. Puis ce qui était cool, c'est que mes parents avaient des forces différentes. Fait en français, je me dirigeais plus vers mon père. Pour le côté sciences, je me dirigeais plus vers ma mère. Ce qui fait que j'ai été vraiment très entourée en termes de cursus, je dirais, jusqu'à mon secondaire, primaire, secondaire. Mes parents ont vraiment été là pour m'accompagner et m'aider. Et à partir du cégep, il y avait quand même beaucoup de ressources aussi à l'école. J'étudiais beaucoup aussi avec le petit cercle aussi que je m'étais faite aussi. On faisait souvent des groupes d'études ensemble. Donc, je dirais que c'est ça qui m'aidait beaucoup. Mais il y avait aussi des centres d'aide et tout, etc. Donc, moi, j'en profitais là. Ça revient vraiment au fait que comme je voulais vraiment maintenir un certain standard aussi au niveau de l'école, ce qui fait que quand j'avais des difficultés ou des questions par rapport à certaines choses, je profitais des ressources que j'avais en main par rapport à cela. Donc, c'est ça. Donc, mes parents ont vraiment été présents, ma famille également. Et en parlant de ressources, justement, j'ai eu accès comme aux aides de devoirs de l'école, que ce soit plus au cégep et à l'université. Il y avait aussi des systèmes de tutorat aussi qui se faisaient entre étudiants. Donc, ça aussi, j'en ai beaucoup profité aussi, toujours à partir du cégep, université. Je dirais que ça m'a beaucoup aidé. C'est faire aussi un cercle aussi de personnes, en fait, qui sont fortes dans certaines matières, m'a aussi beaucoup aidé justement à aller vers eux si j'avais des questions, si j'avais des interrogations quelconques. Je dirais à l'université, c'est vraiment les comités étudiants. Ça, c'était vraiment comme le pilier de vraiment tout mon cursus parce que au travers de ces comités-là, j'ai eu accès à des ressources, j'ai eu accès à des aides aussi un peu plus spécifiques que l'école en général n'offrait peut-être pas. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc, je dirais que j'ai vraiment eu cette chance-là tout au long de mon parcours d'être accompagnée, de ne pas vraiment être laissée à moi-même dans les difficultés que je traversais et que j'avais. Et à Benny, on a demandé comment elle a eu accès à cette ressource. Quand j'étais au primaire, secondaire, il y avait à la municipalité aussi aidait beaucoup en termes d'aide aux devoirs. Il y avait une bibliothèque qui était juste à côté de chez moi à l'époque qui justement aussi, durant les périodes d'école, offrait de l'aide
aux étudiants, c'est quelque chose qui était quand même assez connu dans le sens que, étant juste à côté de la bibliothèque, juste en passant devant ou en allant à l'intérieur pour étudier ou quoi que ce soit, c'était quelque chose qui n'était pas caché. Donc, c'était des ressources dont j'avais déjà connaissance de base, mais comme je le disais aussi tout à l'heure, je dirais vraiment l'aide de mes parents, c'est comme arrêté à partir du secondaire, puisque étant rentrée au cégep, étant donné que c'est des sujets un peu plus spécifiques, même si je pouvais avoir certaines questions pour mes parents, mais les ressources à l'école aidaient vraiment plus. Donc, ça aussi, j'ai vraiment pas eu de difficulté non plus à les trouver. Je dirais les profs aussi sont rentrés en ligne de compte dans le sens que, en voyant les évaluations, si par rapport aux difficultés que j'avais, mais ils me référaient directement à ces ressources-là. Donc, ça n'a pas été vraiment difficile pour moi de les trouver. Je dirais que c'est vraiment plus à partir de l'université où tu es un peu comme lycée à toi-même aussi, mais vous pas, les profs sont pas forcément là. En tout cas, c'est pas tout le monde qui sont là pour te tenir la main. Et ça, je dirais vraiment, c'est du bouche à oreille avec les étudiants ou même juste le comité étudiant de manière générale aussi présente ces différentes ressources-là qui sont accessibles aux étudiants, des fois même dans les plans de cours, dépendamment des cours, ils donnaient des références face aux ressources à utiliser. Donc, j'ai jamais vraiment eu des difficultés, pas du tout même, à trouver les ressources dont j'avais besoin par rapport aux lacunes que j'avais au niveau de l'école. Ça a toujours été pas mal assez facilité pour moi de ce côté-là. Aya, elle aussi, elle a eu du soutien de ses parents au primaire. Puis maintenant, c'est elle qui rend la faveur dans la communauté. L'entourage que j'avais durant mon parcours scolaire était très présent, très aidant, notamment mes parents qui m'ont souvent aidé tout au long de mon primaire pour faire attention et s'assurer que j'étais autonome et que je faisais mes devoirs à temps et que je révisais bien pour mes examens. Cette aide-là, c'est un peu plus fanée arrivant au secondaire. J'ai beaucoup plus bénéficié de l'aide de mon grand frère qui m'aidait beaucoup quand j'avais de la difficulté en mathématiques, par exemple, ou en sciences, ou en physique. Pourquoi? Parce que tout simplement, mes parents étaient beaucoup plus occupés. Quand on est une famille nombreuse de 6 personnes, donc 4 enfants, ce n'est pas facile de donner de l'attention à tous les enfants et d'aider tous les enfants dans leur parcours scolaire. Donc, c'est vraiment quelque chose dont j'ai souffert au début parce que je recevais beaucoup d'aide de ma maman et de mon papa, qui sont en maths ou en français. Mais mon grand frère m'a beaucoup épaulée, donc je serais vraiment reconnaissante pour ça. Maintenant, les ressources communautaires, j'en ai pas personnellement bénéficié. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup plus bénéficié de l'aide familiale, donc que ce soit des parents ou des frères et sœurs qui m'ont aidé. Par contre, j'ai pu aider d'autres élèves, que ce soit des élèves issus d'une migration de mon âge, plus jeunes, dans leur parcours scolaire à eux. Donc, à travers des programmes de tutorat par les pairs qui étaient offerts à mon école secondaire, j'ai pu les assister, que ce soit en français, en anglais ou en mathématiques. Donc, de pouvoir les épauler, eux, comme mon frère l'a fait, c'était vraiment une façon de redonner, encore une fois, aux personnes de mon âge, aux personnes de mon milieu scolaire, ce dont quoi j'avais bénéficié. On écoute maintenant Nito, qui lui aussi a une grande famille, mais étant le plus vieux, il n'a pas eu la chance d'avoir un grand frère pour l'épauler. Il nous parle de son entourage pendant son parcours et comment il s'est senti un peu dévalorisé par la pression de réussir et la comparaison. Donc, en ce qui concerne mon entourage et le parcours scolaire, en fait, comme je l'ai mentionné, genre, je n'ai pas vraiment eu un parcours scolaire stable. Ce n'est pas parce qu'il y avait une manque de volonté de la part de ma famille, spécialement mes parents. Mes parents, ils tenaient à que j'aille bien académiquement, mais il y a eu mes deux petits frères. Moi, j'étais le plus grand, de loin, de plusieurs années plus grand que mes deux petits frères. Et quand eux, ils sont nés, l'attention de mes parents est partie surtout dans mes petits frères. Donc moi, mon succès académique, genre, ça a été un peu laissé à moi. Et à l'école, tout au long de mon parcours scolaire, il n'y a jamais vraiment eu d'adultes qui se sont intéressés par rapport à ma réussite scolaire ou au fait que j'étais pas bien académiquement. Et en fait, j'aimerais quand même dire que en ce qui concerne ma famille, ma grand-mère m'a souvent, en fait, encore maintenant, souvent qu'on parle, le thème de conversation, ça va être toujours l'éducation, l'éducation, l'éducation. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, en fait, au lieu de ressentir une pression de devoir étudier, au contraire, j'ai ressenti le désir de vouloir aller en contre de ce qu'il disait.
Donc, plus ma famille me disait que je devais étudier, que je devais être ingénieur, que je devais avoir de bonnes notes, etc., le plus je voulais être le contraire à ce qu'ils voulaient. Parce que je crois que j'avais actually été diagnostiqué avec quelque chose qui s'appelle trouble d'opposition compulsif, que c'était très, très, très présent quand j'étais enfant. Surtout, il y avait une autre chose qui m'a pas aidé au milieu en ce qui concerne mon environnement, c'est que j'avais un cousin ici qui, lui, c'était tout ce que ma famille s'attendait de moi. C'était un garçon qui était très académique. Il était parmi les meilleurs de sa classe. Si, je crois qu'il était même le meilleur, en fait, académiquement de sa classe. Il parlait anglais, quelque chose que ma famille valorisait beaucoup. Ils appréciaient pas que je parle français. Et même l'espagnol, il préférait l'anglais à l'espagnol. Donc, lui, il parlait anglais. Donc, lui, en plus de ça, il était sportif. En tout cas, c'était le mouton blanc. Tandis que moi, j'étais vraiment traité comme le mouton noir, celui qui étudiait pas, qui avait pas, ne participait pas à des activités sportives. Donc, tous ces facteurs ont fait que j'ai vraiment voulu en fait, je me suis encouragé moi-même à mon propre sabotage dans le but de déranger ma famille parce que j'arrivais pas à atteindre les attentes de ma famille. On en a parlé hier des attentes de nos proches. Parfois, l'anxiété de performance peut être paralysante. Maintenant, c'est le tour de Diana qui va nous raconter les gens et les différents milieux qui ont marqué son éducation. Donc, moi, mon entourage, c'est mes parents, mais contrairement à beaucoup de gens, j'ai eu un grand entourage au niveau des activités parascolaires, comme à l'extérieur de l'école, que je trouve qui m'ont aidé à m'épanouir davantage, me créer des habitudes de vie, des valeurs. Par exemple, j'ai fait beaucoup de sports comme la natation, du ballet, du patinage artistique. J'allais à un centre communautaire. J'allais aussi à l'église plus tard dans ma vie. Puis je trouve que qu'est-ce que ça m'a amené, c'était de la détermination, de la persévérance et aussi de savoir travailler en équipe, avoir un sens de communauté. Je trouve ça a affecté comment je voyais l'école aussi et ça m'a aidé à me créer une identité à l'extérieur de l'école parce que justement, j'ai jamais eu comme les meilleurs résultats, mettons, en français, en mathématiques, mais j'avais une identité qui n'était pas si j'étais bonne ou pas bonne à l'école. Donc, plus dans les arts, c'est comme le ballet, le patinage artistique, puis à l'église, j'étais dans la chorale. Donc, ça m'a aidé à me développer au-delà de ce que l'école pouvait m'aider. C'est ça, de la discipline. Ça m'a apporté de la discipline. Et je sais que ma mère aussi, elle a eu accès à des ressources communautaires qui ont aidé. Parce que quand on est arrivé, on n'avait pas beaucoup de choses ici, chez nous. Mais les ressources comme les paniers alimentaires, la nourriture pendant le dîner, le service de garde, tout ça, je trouve que ça nous a beaucoup aidé à notre intégration, justement, puis à pouvoir mieux se concentrer sur l'école parce qu'on n'avait pas à se stresser à qu'est-ce qu'on allait manger pour le prochain repas. Puis ouais, j'ai bénéficié des ressources communautaires. Donc, j'en suis très reconnaissante. Jusqu'à maintenant, on a utilisé souvent les termes réussite scolaire, réussite éducative, un peu de manière interchangeable. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose? En fait, les indicateurs de la réussite scolaire sont surtout d'obtenir un diplôme, un certificat, un bulletin avec des bonnes notes. Et donc, ça relève seulement de l'aspect académique. Cependant, la réussite éducative, ça va au-delà du milieu scolaire. On tient plutôt compte du potentiel d'une personne. Ça inclut l'apprentissage des valeurs, des bonnes attitudes, des responsabilités qui font en sorte qu'une personne devient un adulte épanoui et responsable. C'est un peu ce dont Diana a parlé. On leur a demandé de nous dire qu'est-ce qu'ils auraient souhaité que leur milieu fasse différemment
pour faciliter leur réussite. Donc, on parle ici des parents, du milieu scolaire, mais aussi du reste de la communauté. Ce qui a trait à ce que mes parents auraient pu faire pour peut-être faciliter ma démarche vers ma réussite personnelle et éducative, c'est peut-être d'avoir été plus ouvert d'esprit quant aux domaines possibles, aux opportunités d'études qui s'offraient à moi. Simplement parce que mes parents avaient une préférence pour les matières scientifiques, les matières un peu plus qui rejoignent l'ingénierie, les sciences de la santé. Donc, c'est vraiment cet apport-là qu'ils auraient pu faire, de peut-être avoir été beaucoup plus ouvert d'esprit plus tôt. Ça m'aurait peut-être facilité la tâche quant à les convaincre que le droit était tout aussi important et notable que d'autres matières scientifiques. Je crois qu'il y aurait pu y avoir une meilleure intervention de la part des écoles que j'ai fréquentées au lieu de juste me laisser un peu comme pour peine perdue. Je trouve aussi que de leur côté, ça a été vraiment mal fait. Ils ont pas, et surtout moi qui était très problématique, ils se sont jamais remis en question. On m'a jamais fait un plan d'intervention. Quelque chose que j'ai découvert récemment que par la loi, un enfant doit avoir un plan d'intervention. Un enfant qui est problématique est par la loi obligé d'avoir un plan d'intervention, quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Nito nous parle d'un article de la loi sur l'instruction publique qui exige que les directions des écoles, avec l'aide des parents, établissent un plan d'intervention pour 2 types d'élèves, ceux en situation de handicap et ceux qui rencontrent des difficultés. En pratique, par contre, la mise en place du plan d'intervention est assez inégale à travers les milieux et selon les types d'élèves. Les obstacles à la mise en place d'un plan d'intervention ont été assez bien documentés. Donc, si tu veux en savoir un peu plus sur cette loi, puis qu'est-ce que c'est un plan d'intervention, tu peux visiter les liens dans la description. On poursuit maintenant avec Diana. Pour la part de mes parents, je leur en veux pas, évidemment, mais quand j'avais de la difficulté, mettons pour les devoirs, j'aurais aimé ça qu'ils puissent être là pour m'aider davantage. Je sais qu'ils ont fait de leur mieux, puis qu'ils travaillaient énormément, mais qu'ils faisaient beaucoup d'heures. Ils avaient un emploi à temps plein quand on allait à l'école. Donc, c'est ça. Ça aurait pu être quelque chose, mais c'est pas quelque chose que que j'en veux. Au niveau des élèves de l'école, peut-être comme des programmes d'aide aux devoirs, il n'y avait pas beaucoup ça, ou d'aide au langage. Il n'y avait pas beaucoup ça dans la 2e école dans laquelle j'ai été. Quand j'ai changé d'école, il n'y avait pas vraiment des comme récupération et tout. C'était plus au secondaire, la récupération. Mais je trouve que j'aurais pu avoir plus d'aide. Par contre, j'ai eu accès à comme des psychologues à l'école et à l'extérieur de l'école qui m'ont aidé pour comme garder une certaine comme constance, équilibre au niveau des études. C'est vrai qu'on oublie souvent les élèves issus de l'immigration une fois qu'ils sont sortis des classes d'accueil. Dans les écoles qui n'ont pas d'élèves en francisation, comme celle de Diana, on retrouve rarement des programmes de soutien linguistique. On termine avec notre chère Bénie. Je pense pas qu'il y aurait quelque chose que mes parents ou le système de l'école auraient pu faire de plus. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu accès à tout l'aide que j'avais besoin, d'avoir eu accès aux personnes ressources qui m'auraient aidé justement tout au long de mon parcours scolaire. Je me suis jamais vraiment sentie laissée à moi-même ou abandonnée un peu dans mes questions ou dans le processus. Je dirais que j'ai quand même eu la chance aussi d'aller dans des écoles où il y avait justement les bonnes ressources pour pouvoir aider les étudiants. Donc, mon parcours a été quand même assez facilité pour ça. Avant de terminer cet épisode, je voulais vous faire entendre ce que ces 4 jeunes adultes ont à dire sur ce que c'est la réussite scolaire et éducative selon eux. Ils ont acquis pas mal d'expérience et, selon moi, pas mal de sagesse. Demain, encore plein de beaux conseils et beaucoup d'espoir.
Je crois que c'est comme une idée que beaucoup de gens immigrants ont de réussite éducative, c'est genre aller finir l'école, finir comme le cégep, université, doctorat, réussir ou être ingénieur et tout. Pour moi, ce serait de comprendre et de savoir ce que tu veux faire. Donc, ici, au Québec, on est très chanceux qu'il y a tellement de routes possibles à prendre qui ont autant de valeur les uns comparés aux autres. Donc, pour moi, c'est ça, c'est de savoir ce que toi tu veux puis de te rendre jusqu'au bout. Je pense que l'essentiel est d'avoir toujours cette volonté-là d'apprendre quelque chose de nouveau, de se développer personnellement en tant que personne et d'avoir, on va dire, un certain plan dans le sens que c'est où ce que tu dois plus tard, c'est où ce que tu t'épanouis le plus et de vraiment aller chercher les connaissances dans ce chemin-là qui va te permettre justement d'être une personne accomplie dans toutes les sphères de ta vie, dans le fond. Donc, il n'y a pas de schéma académique classique. C'est vraiment chacun, tu choisis le chemin qui te convient le mieux. Pour moi, cette question elle est un peu difficile à répondre parce que déjà, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés académiques. Je n'ai jamais vraiment su c'était quoi la réussite scolaire jusqu'à récemment. Et quand je dis récemment, c'est genre ces derniers mois. Et je dirais que ce que j'ai compris, c'est que la réussite scolaire, c'est aussi une manière de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire quelque chose. C'est une manière aussi d'aller au-delà de nous-mêmes. Et que nous, en tant que personne, on doit se rappeler que chaque personne, on a notre place en société et qu'on on a quelque chose à contribuer. Et de la manière qu'on peut contribuer, c'est justement en se dépassant. Et moi, je crois que c'est justement ce que la réussite scolaire est. Pour moi, la réussite éducative, ce serait beaucoup plus de pouvoir me rendre utile à ma société. Tant que j'aime ce que je fais et que je sens que ça a un apport, une utilité au sein de ma communauté, je pense que c'est une réussite et qu'on devrait être fiers de cette réussite-là. Donc peu importe ce que notre entourage nous dit ou ce que nos parents voudraient qu'on fasse, si on pense que c'est notre façon de vouloir impacter notre communauté et de vouloir avoir notre petite touche dans le monde, elle est valide et elle est honorable.